Il s'est moqué de moi. Chaque fois que je te regarde, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi je t'ai choisi, alors qu'il se préparait pour une soirée. Alors, pendant qu'il était sorti, j'ai fait mes valises et je me suis concentrée sur mon travail. 2 mois plus tard, il n'arrêtait pas d'envoyer des messages à mon amie, en la suppliant de me débloquer. Je m'appelle Pauline Deschamps. J'ai 32 ans. Et pendant 5 ans, l'odeur de son eau de toilette, quelque chose de frais et de cher dont je n'ai jamais retenu le nom, avait été la toile de fond de ma vie. Elle habitait notre chambre comme la météo habite une ville, constante, familière, si normale que j'avais cessé de la remarquer, jusqu'à ce soir où elle m'a soudain semblé être une preuve. J'étais assise au bord de notre lit, lassant mes chaussures, le regardant se préparer. Mathieu se tenait près du miroir de la commode, celui avec le cadre en bois épuré que j'avais choisi après qu'il m'eût envoyé une photo d'une page de magazine de décoration sur les appartements minimalistes qu'il aimait. Ce n'était pas une coiffeuse, juste une installation pratique où il gardait un petit plateau pour sa montre, son eau de toilette et ses clés. Il se tenait là, ajustant son col, vérifiant la coupe de sa chemise, attachant sa montre avec cette concentration lente et délibérée qu'ont les hommes lorsqu'ils essaient de paraître naturels. La lumière de la lampe attrapait l'angle de sa mâchoire alors qu'il se penchait vers le miroir. Calme, soigné, comme s'il entrait dans une version de lui-même à laquelle je n'étais plus vraiment invitée. Et un instant, ma poitrine s'est serrée de cette vieille douleur familière d'affection. Il était beau. C'était mon homme. Du moins, c'est ce que je croyais. Tu es magnifique ce soir, ai-je dit. C'était simple, honnête. Il était vraiment magnifique. Une chemise noire à boutons que je n'avais jamais vue auparavant, un pantalon de tailleur, le genre de tenue qui le faisait paraître plus grand sans effort. Il ressemblait à quelqu'un qui avait sa place partout où il allait. Il ne s'est pas retourné. Ses yeux n'ont croisé les miens qu'à travers le reflet du miroir, et ils étaient distants, pas froids, juste détachés, comme s'il regardait quelque chose de décoratif, comme une statue devant laquelle on passe 100 fois dans un musée et dont on finit par ne plus lire la plaque. Chaque fois que je te regarde, dit-il, la voix neutre, presque lasse, je me demande si c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Au début, les mots ne m'ont pas atteinte. Ce n'étaient que des sons discordants, déplacés, comme une alarme incendie qui se déclenche dans une bibliothèque. Je fixais son reflet, attendant la chute, attendant le petit sourire qui suivait habituellement une de ses plaisanteries sèches, attendant qu'il adoucisse le tout, qu'il rit, qu'il dise « je plaisante ». Détends-toi. Rien n'est venu. Mon propre sourire est resté figé sur mon visage, stupide et obéissant. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ai-je demandé. Il a poussé un léger soupir exaspéré, comme si je lui avais demandé pour la 10e fois d'expliquer quelque chose d'évident. Il s'est détourné du miroir, a pris son téléphone, a jeté un œil à l'écran, puis a attrapé son portefeuille. « Tu m'as entendu, Pauline, dit-il. C'est juste une pensée que j'ai parfois. » Il y eut une lueur dans ses yeux. De l'impatience, peut-être même de la pitié. Puis, comme s'il fermait un tiroir, il a ajouté « N'en fais pas toute une histoire. Tu es prête à partir ? Nous allons être en retard. » Il est sorti de la chambre. Son eau de toilette flottait derrière lui comme un fantôme. Je n'ai pas bougé. La pièce, notre pièce, a cessé d'être un sanctuaire. J'avais l'impression d'être sur les lieux d'un incident grave. L'air s'est épaissi, lourd, m'oppressant, et cette seule phrase résonnait encore et encore. Chaque fois que je te regarde, comme s'il menait une évaluation privée dans sa tête depuis des années, et que je n'avais même jamais su que le test existait. Le pensait-il quand je faisais le café le matin ? Quand je le serrais dans mes bras après une mauvaise journée, quand je riais de ses histoires, quand je le cherchais dans le noir, quand je lui disais que je l'aimais ? Le mieux que je puisse faire. J'ai regardé les photos sur le mur. Nous en randonnée dans les Calanques, nous souriant, nous dans ce petit gîte en Normandie où le courant a été coupé et où nous avons joué aux cartes à la lueur des bougies. J'ai regardé les livres sur ma table de chevet qu'il m'avait recommandés. J'ai regardé la vie que nous avions construite brique par brique pendant une demi-décennie. Et soudain, à ses yeux, ce n'était pas un foyer. C'était un arrangement, un compromis qu'il réévaluait constamment, en silence. L'engourdissement s'est dissipé,
remplacé par quelque chose de plus froid et de plus clair que la rage ou le chagrin. C'était comme une porte dont j'ignorais l'existence se refermant, silencieusement, définitivement. Je me suis levée. Mes jambes étaient stables. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai trouvé Mathieu près de la porte d'entrée, enfilant ses chaussures comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas juste fait exploser les fondations de ma propre estime avec une seule phrase désinvolte. « Prête ?» a-t-il demandé, sans vraiment me regarder. « Oui », ai-je dit. Ma voix me semblait étrange, calme, presque polie. « Je suis prête. » Et je l'étais, mais pas pour la soirée. C'était la soirée de son entreprise. En plein centre de Paris, bruyante, remplie de rires polis, de badges nominatifs et de gens prétendant que cela équivalait à de vraies relations. La soirée était un tourbillon de bruit et de fausses lumières. Je me déplaçais à travers elle comme une apparition. Mon sourire était un masque rigide. Chaque rire qui sortait de sa bouche me semblait être une aiguille. Chaque fois que son regard parcourait la pièce, mesurant, comparant, cela me semblait être une confirmation. Je l'ai observé. Vraiment observé. La façon dont ses yeux balayaient la foule, pas pour moi, mais pour quelqu'un de plus intéressant. Le rire de façade qu'il a offert à une collègue, celle au blazer trop ajusté qui n'arrêtait pas de lui toucher le bras comme si elle en avait la permission. Le vide dans ses yeux quand il a jeté un regard vers moi. Pas d'amour, pas de chaleur, juste une lueur d'agacement, comme si ma présence était une encre le tirant vers une vie qu'il considérait indigne de lui. La phrase tournait en boucle dans ma tête, synchronisée avec le vrombissement de la basse des haut-parleurs. Chaque fois que je te regarde, le mieux que je puisse faire. Au bout d'une heure, je l'ai trouvé près de la table des boissons, remplissant son verre. Je vais y aller, ai-je dit. Il s'est retourné, l'irritation traversant instinctivement son visage. Quoi? Pourquoi? On vient d'arriver. J'ai mal à la tête, ai-je menti. Ce n'était pas un mal de tête. C'était une défaillance systémique. Toute l'architecture de ma vie s'effondrait, et j'avais besoin de silence pour entendre les décombres se tasser. Il a levé les yeux au ciel. Autrefois, j'aurais trouvé ce geste presque mignon. Maintenant, il sonnait comme un rejet de toute mon existence. D'accord, a-t-il dit. Peu importe, je prendrai un VTC plus tard. Et juste comme ça, il s'est retourné vers la soirée, son attention déjà dépensée, déjà investie ailleurs. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis juste sortie. L'air frais de la nuit a frappé mon visage comme une bénédiction. Le trajet de retour en taxi s'est fait dans un silence assourdissant, mais c'était un silence pur. C'était le mien. Notre appartement m'a semblé différent quand je suis entrée. Ce n'était plus un foyer. C'était le décor d'une pièce de théâtre qui venait de donner sa dernière représentation. Son eau de toilette, autrefois réconfortante, était soudainement écœurante, suffocante. Les photos sur les murs semblaient être des mensonges piégés dans le verre et le bois. Je n'ai pas explosé de rage. J'ai agi avec une efficacité calme et terrifiante. De l'étagère supérieure du placard, j'ai sorti mon vieux sac de voyage et une valise rigide. Dans la salle de bain, j'ai vidé mon étagère. Dentifrice, soins de la peau, déodorant, rasoir. J'ai laissé le parfum qu'il m'avait acheté 2 anniversaires plus tôt. Il trônait là, comme un monument à la version de moi qu'il avait essayé de façonner. Dans la chambre, j'ai emballé mes jeans, mes chemises, mes pulls. J'ai laissé la blouse en soie qui, selon lui, me donnait un air plus haut de gamme. J'ai emballé mes papiers, passeport, carte d'identité, tout ce qui prouvait que j'existais en dehors de lui. J'ai pris mon ordinateur portable, mes chargeurs, le livre sur ma table de chevet. J'étais un chirurgien retirant une tumeur. Quand les sacs ont été près de la porte, je me suis tenu au comptoir de la cuisine avec un bloc-notes vierge. Que restait-il à dire? Tout l'amour, l'histoire, l'avenir, vaporisé par une seule phrase désinvolte, livrée comme une observation sur la météo. J'ai pris un stylo. Ma main était stable. Mathieu. Je t'ai entendu. Tu mérites de trouver le meilleur. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Ma clé est sur le comptoir.
Ne me contacte pas. Pauline. J'ai pris une photo du mot. Un acte froid et clinique d'autoprotection. Puis j'ai posé ma clé sur le papier. Le métal a cliqueté doucement contre le granit. J'ai passé le sac en bandoulière et j'ai tiré la valise derrière moi. Un dernier regard sur l'appartement, sur la vie que je quittais. Pas de nostalgie, seulement un sentiment de finalité. Je ne savais pas où j'allais. J'ai conduit jusqu'à ce que je voie l'enseigne au néon d'un hôtel de chaîne bon marché briller dans l'obscurité, près du périphérique. Parfait. La chambre était stérile, anonyme et parfaitement silencieuse. J'ai laissé tomber mes sacs, je me suis assise au bord du matelas raide et j'ai senti l'adrénaline quitter mon corps. Et à sa place est venu le poids écrasant. Pas seulement un cœur brisé, une annihilation. L'image de lui dans le miroir a rejoué. Sa voix neutre, ses yeux lasses, encore et encore. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Mathieu. Tu es sérieusement parti comme ça? Tu es tellement dramatique. Je suis sur le chemin du retour. On doit parler quand j'arrive à la maison. J'ai fixé le message, puis la photo du mot, puis le sac de voyage près de la porte. Tout ce que j'avais décidé qui valait la peine d'être emporté. Mon pouce a hésité, puis avec un calme qui ressemblait à de la puissance, j'ai ouvert son contact et je l'ai bloqué. Une confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer Mathieu? J'en étais sûre, et dans le silence de cette chambre d'hôtel bon marché, j'ai commencé le long et constant travail d'oubli du son de sa voix. La première nuit à l'hôtel s'est passée sans sommeil. J'étais allongée sur le dos, fixant la légère fissure au plafond qui ressemblait à un éclair tordu, écoutant le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le soupir lointain des voitures passant sur le périphérique. C'était un silence brut, un silence non réclamé, et d'une certaine manière, cela le rendait supportable. À l'appartement, le silence avait toujours été peuplé des pas de Mathieu, de sa voix résonnant depuis une autre pièce, de l'attente qu'à tout moment il puisse entrer et demander ce qu'il y avait pour le dîner ou pourquoi j'avais l'air silencieuse. Ce silence-là exigeait une performance. Celui-ci, non. Au matin, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Les larmes n'étaient pas venues. Pas une seule fois. Il n'y a pas eu de crise dramatique, pas de sanglots dans l'oreiller de l'hôtel comme dans les films. Au lieu de cela, je me sentais vidée, curée de l'intérieur, comme si la partie de moi qui réagissait avait été enlevée chirurgicalement, laissant derrière elle une douleur sourde et constante, une rage dedans de l'âme. J'ai pris une douche rapide, l'eau tiède et intermittente. Je me suis enveloppée dans une serviette qui sentait légèrement l'eau de Javel. J'ai remis les vêtements de la veille. Quand je me suis regardée dans le miroir, mes yeux semblaient clairs. Pas brillants, clairs. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. Pas d'appel manqué, pas de nouveaux messages. Mathieu était bloqué. Le mur numérique faisait déjà son travail. J'ai remis mon sac et ma valise dans la voiture et j'ai conduit directement au travail. Je n'ai pas appelé pour me déclarer malade. Je n'ai rien expliqué. Le travail avait toujours été prévisible. Des lignes claires, des résultats nets. Si vous faisiez X, Y suivait. Si vous échouiez, il y avait une raison qui pouvait être tracée et corrigée. Après une nuit où toute ma fondation émotionnelle s'était effondrée sans avertissement, ce genre de logique me semblait être de l'oxygène. Je me suis assise à mon bureau, je me suis connectée, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai disparu dedans. À la fin de la journée, l'épuisement s'est installé dans mes os. Pas émotionnel, mais physique. Le bon genre. Celui qui calme votre esprit par la force. Ce soir-là, je ne suis pas retournée à l'hôtel. Je suis allée en ligne. Assise sur la chaise raide de la chambre avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, j'ai ouvert un site d'annonces immobilières et j'ai trié les annonces par prix. Du plus bas au plus haut. Je ne cherchais pas un foyer. Je cherchais un bunker. Un endroit propre, bon marché, vide, disponible immédiatement. J'ai cliqué sur le premier studio qui remplissait les 3 conditions. Mur beige, agencement carré, sans personnalité, sans histoire, sans écho de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai envoyé un courriel pour l'annonce. L'après-midi suivant, j'avais les clés en main.
L'immeuble se trouvait de l'autre côté de la ville, dans un arrondissement anonyme et quelconque. Le genre d'endroit que vous ne remarquez jamais à moins d'y vivre. Pas de gardien, pas de concierge, pas d'espace commun conçu pour que des étrangers fassent semblant de former une communauté. Parfait. L'emménagement a pris exactement un voyage. Mon sac de voyage, ma valise. Tout le reste pouvait être remplacé. Il ne s'agissait pas de meubles. Il s'agissait d'air. Il semblait presque embarrassé au milieu du studio vide, éclipsé par tout cet espace inutilisé. Mes pas résonnaient quand je marchais de la porte à la fenêtre. C'était surréaliste, comme se tenir sur un plateau de tournage avant que le décor ne soit monté. Je n'ai pas tout de suite déballé mes affaires. Je suis juste restée là. Cet espace n'avait jamais entendu ma voix s'élever, ne m'avait jamais vu faire de compromis, ne m'avait jamais tenue pendant que je me faisais plus petite. Cet endroit ne me connaissait pas, et cela signifiait que je pouvais décider qui j'allais être dedans. J'ai acheté un matelas, un bureau, une chaise. C'est tout. Pas d'art, pas de tapis, pas de bougies. Il ne s'agissait pas de construire une vie. Il s'agissait de construire des fondations. Et les fondations sont coulées dans le béton nu. Les jours se sont installés dans un rythme. Boulot, salle de sport, dodo. À la salle de sport, je ne cherchais pas la transformation. Je n'étais pas là pour punir mon corps ou me sculpter en guise de vengeance. Je soulevais des poids parce que l'effort était honnête. La brûlure dans mes muscles était directe, simple. Une douleur avec des règles. Une douleur que je pouvais contrôler. Au travail, je restais tard. Non pas parce qu'on me le demandait, mais parce que je préférais le bourdonnement du bureau vide au silence de mon appartement. Ma concentration s'est aiguisée. Ma chef l'a remarqué. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé un soir en passant devant mon bureau. « Tu as été très concentré ces derniers temps. »« Oui, ça va », ai-je dit. Et j'ai été surprise de voir à quel point c'était vrai. Les semaines se sont fondues les unes dans les autres. Les angles vifs de cette nuit ont commencé à s'émousser. Non pas parce que j'avais pardonné à Mathieu, mais parce que la routine les polissait. J'ai arrêté de chercher mon téléphone quand quelque chose de drôle se produisait. J'ai arrêté d'imaginer ce qu'il penserait d'un film que je regardais seul. Un soir, au milieu du film, ça m'a frappé. Je ne me demandais pas ce qu'il en penserait. La prise de conscience a été petite, silencieuse, mais elle a atterri comme une fissure de lumière. Puis, inévitablement, le monde que j'avais laissé derrière moi a commencé à frapper à la porte. Le premier message est venu d'Olivier, l'un de nos amis communs, le genre qui a toujours pensé être neutre, même quand la neutralité signifiait encore transmettre des informations. Olivier, salut Pauline, ça fait longtemps. Dispo pour un verre un de ces quatre ? J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre. Non pas parce que je jouais à des jeux. Parce que je devais décider quelle version de moi-même allait répondre. Finalement, j'ai tapé. Moi, salut Olivier. Débordé de travail ces derniers temps, mais j'apprécie l'offre. Les 3 points sont apparus presque immédiatement. Olivier, pas de souci. C'est juste que... J'ai croisé Mathieu l'autre jour. Il a l'air vraiment mal en point. Il a dit que tu avais juste disparu. Que s'est-il passé ? La voilà. La sonde. J'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. Pas de panique, pas de colère, de l'immobilité. J'ai tapé avec soin. Moi, il a exprimé le sentiment qu'il pouvait trouver mieux. J'ai été d'accord et je me suis retiré de la situation. Je préférerais ne pas en discuter davantage. Les poings ont dansé, puis se sont arrêtés. 1 minute a passé. Olivier, d'accord, je comprends. Pour ce que ça vaut, il avait l'air perdu. Prends soin de toi. Moi, toi aussi. J'ai posé le téléphone face contre table sur le bureau. Ma main n'a pas tremblé. Je l'avais fait. Énoncer les faits, retirer l'émotion, fermer la porte. Et à ce moment-là, j'ai senti une lueur de quelque chose d'inhabituel. Pas de la satisfaction. De la force. Je ne le savais pas encore, mais la disparition avait déjà fonctionné.
Le problème, quand on disparaît en silence, c'est que les gens ne croient pas que c'était intentionnel. Ils supposent que c'est une phase, une pause, une inspiration dramatique avant de revenir pour s'expliquer correctement. Alors quand je ne l'ai pas fait, quand les jours puis les semaines ont passé, la curiosité s'est transformée en inquiétude. Et l'inquiétude s'est lentement aigrie en autre chose. Une révision de l'histoire. Le deuxième message est venu de Justine. Elle avait toujours été plus proche de Mathieu que de moi. Pas de manière hostile, juste par proximité. Des blagues partagées, une histoire commune. C'était le genre d'ami qui pensait que l'empathie consistait à aplanir les choses, même quand quelque chose était brisé au-delà de toute réparation. Justine, Pauline, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Mathieu est au plus mal. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais à la salle de sport, au milieu d'une série, la barre de métal froide contre mes paumes. J'ai terminé ma répétition, reposé le poids, je me suis assise et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone. Moi, il n'y a rien à dire. La réponse est venue rapidement. Justine, allez, quoi? Il dit qu'il ne le pensait pas. C'était juste une chose stupide qu'il a dite. Tu ne penses pas que tu as surréagi? La voilà. La réécriture. Un rejet fondamental réduit à une chose stupide. 5 ans de mépris silencieux rebaptisé en un lapsus momentané. J'ai senti une pointe de colère. Vive, brève, mais je ne l'ai pas laissé toucher le clavier. J'ai attendu qu'elle se refroidisse en quelque chose d'utilisable. Moi, les gens disent ce qu'ils pensent quand ils croient qu'il n'y a pas de conséquences. La conséquence a été mon départ. C'est la fin de l'histoire. Les 3 points. Pas de réponse. Je n'ai pas attendu la réponse. J'ai mis la conversation en sourdine. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Je ne quittais pas seulement une relation. Je quittais un récit. Et les gens encore à l'intérieur se démenaient pour que l'histoire reste confortable. Les nouvelles ont commencé à arriver de manière indirecte après ça. Pas directement à moi, mais à travers des commentaires désinvoltes, des vérités entendues déguisées en banalité. Une femme à ma salle de sport, qui connaissait Justine, l'a mentionné en rangeant des haltères. J'ai entendu dire que toi et Mathieu vous étiez séparés, dit-elle d'un ton léger. Ça a l'air compliqué. Pas vraiment, ai-je répondu, la voix stable. C'était très net. Elle a hoché la tête, sentant la limite. Eh bien, il ne va pas très bien d'après ce que j'entends. Il pose beaucoup de questions sur toi. Si tu vois quelqu'un, où tu vis. J'ai fait un bruit non committal. J'ai ajusté mes gants. Je suis passé à la machine suivante. L'information me semblait lointaine, comme un bulletin météo d'un pays où je ne vivais plus. Nuageux, instable, risque de regret. Cela n'avait rien à voir avec moi. Pourtant, je sentais la pression monter de l'autre côté du mur, le besoin de clore le chapitre, d'absolution, que je revienne le rassurer qu'il n'était pas le méchant de sa propre histoire. C'est alors que le courriel est arrivé. L'adresse ne m'était pas familière, mais le ton, immédiat, familier, indubitable. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception comme un objet chargé. Quand je l'ai finalement fait, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Des excuses qui ne me concernaient pas vraiment. Dans son message, il parlait du stress, de la soirée, de son insécurité, de sa peur de m'aimer autant. Il disait que les mots étaient sortis de travers, que j'étais la meilleure chose dans sa vie, qu'il ne dormait plus, que l'appartement semblait vide, que son travail en souffrait, qu'il avait besoin d'entendre ma voix. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai sauvegardé, copié dans un document sur mon bureau. J'ai intitulé le fichier conclusion. Puis j'ai archivé le courriel. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la distance, clinique, détachée. Il parlait toujours de sa douleur, de sa prise de conscience, de sa perte. Il n'y avait aucune réelle compréhension de ce que ces mots m'avaient fait. Aucune reconnaissance de l'hiver nucléaire qu'il avait déclenché et dont il s'était détourné comme si de rien n'était. Tout tournait encore autour de lui. Quelques jours plus tard, la tactique a changé.
Un message de quelqu'un que j'avais rencontré 2 fois, son cousin. Salut Pauline, je sais que c'est bizarre, mais Mathieu a vraiment du mal. Il est chez moi en ce moment. Il sait qu'il a tout gâché. Je sais que tu ne lui dois rien, mais d'un être humain à un autre, pourrais-tu peut-être juste lui parler? Même un SMS, je pense que ça l'aiderait à tourner la page. L'appel humanitaire. J'ai fixé l'écran, une froideur familière s'installant dans ma poitrine. Pas de peur, pas de culpabilité. De la reconnaissance. C'était une nouvelle escalade. J'ai tapé lentement. Moi, merci de ton inquiétude. Bien que je souhaite le meilleur à Mathieu, notre relation est terminée et tout contact supplémentaire ne serait sain pour aucun de nous deux. J'espère qu'il trouvera le soutien dont il a besoin. Je l'ai envoyé. Puis j'ai bloqué le numéro. C'est à ce moment-là que le silence a changé. Il n'était plus simplement vide. Il était intentionnel. La cour d'appel était officiellement fermée. Et quelque part au-delà des murs silencieux de mon studio, l'histoire qu'il se racontait venait de perdre son dernier témoin coopératif. Pendant quelques jours après avoir bloqué son cousin, rien ne s'est passé. Pas de nouveaux messages, pas de prise de nouvelles indirectes, pas d'amis bien intentionnés prétendant juste être curieux. Le silence était différent cette fois. Pas fragile, pas hésitant, installé. Je me suis laissé croire brièvement que c'était la fin. Que le mur avait enfin été compris. C'était mon erreur. Le courriel suivant est arrivé tard dans la nuit, passant à travers les filtres car il provenait d'une nouvelle adresse. Une chaîne de chiffres et de lettres, impersonnelle et prudente, comme s'il ne voulait pas m'effrayer. Mais à la seconde où je l'ai ouvert, j'ai reconnu la même cadence, les mêmes justifications excessives, la même urgence déguisée en remords. Il s'est excusé à nouveau, plus en détail cette fois, plus émotionnellement. Il a écrit que ce qu'il avait dit n'était pas vrai, que cela venait d'un sentiment de peur, qu'il était en pleine spirale depuis des mois et ne savait pas comment le communiquer, que la thérapie l'avait déjà aidé à voir les choses clairement. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu me faire sentir petite. Il a dit que j'étais tout pour lui. Puis, inévitablement, le courriel s'est retourné sur lui-même. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas rester dans l'appartement. Chaque recoin lui rappelait moi. Son travail s'effondrait parce qu'il ne pouvait pas se concentrer. Il était en train de se perdre. Et à la fin, la demande. Juste un café. 5 minutes. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai lu le courriel une fois, lentement, attentivement. Puis je l'ai ajouté au même fichier conclusion et je l'ai archivé. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas été tentée. Ce que j'ai ressenti, de manière inattendue, c'était de la pitié. Pas le genre tendre, le genre distant. Le genre que vous ressentez en regardant quelqu'un se débattre dans une eau où il a sauté de son propre chef. Il ne comprenait toujours pas. Il s'excusait pour la manière, pas pour la conviction, pour le résultat, pas pour le mépris. Il n'y avait aucune phrase qui disait « Je pensais que je valais mieux que toi ». Aucune reconnaissance que cette pensée avait vécu en lui bien avant la soirée, bien avant le stress, bien avant le verre dans sa main. Il s'agissait toujours de son désir de soulagement. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Une semaine plus tard, le silence s'est rompu d'une manière que je n'avais pas prévue. Pas avec des mots, avec un appel téléphonique. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu un mardi soir pluvieux, l'écran illuminant mon studio sombre. Je l'ai regardé vibrer sur la table, immobile, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un instant a passé. Puis une notification est apparue. Message vocal reçu. Bien sûr, c'était un nouveau numéro. Bien sûr, il avait trouvé un autre moyen de contourner le mur. Je savais que je ne devrais pas l'écouter. Je l'ai écouté quand même. Sa voix était différente. Dépouillée de son vernis, plus lente, plus pâteuse, comme si elle avait été traînée dans quelque chose de sale avant de m'atteindre. « Pauline, s'il te plaît, décroche, dit-il, le souffle court. Je sais que tu es là. » Une pause, une déglutition. Je suis à l'appartement. C'est si vide.
Ça sent encore parfois ton odeur, et je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement m'effacer. Tu ne peux pas simplement tourner la page sur 5 ans comme si ce n'était rien. Sa voix s'est brisée. Tu étais censé te battre pour moi. Tu étais censé me prouver que j'avais tort. Une autre pause. Puis quelque chose en lui s'est durci. Tu es une lâche, Pauline, lança-t-il sèchement, le venin soudain et vif. Tu t'es enfuie au lieu de gérer la situation. Tu crois que ce traitement par le silence te rend forte. Ce n'est pas le cas. Il te rend faible, pathétique. Tu n'as pas pu supporter un seul commentaire honnête de l'homme qui t'aimait. Le message s'est terminé par un clic sec. J'étais assise là, dans le silence rythmé par la pluie, mon appartement sombre autour de moi. J'ai ressenti de la clarté. Ce message vocal n'était pas un plaidoyer. C'était une pièce à conviction. C'était la version non filtrée de l'homme autour duquel je m'étais contorsionnée pendant 5 ans. Le sentiment de tout mériter, le rejet de la faute sur l'autre, la rage qui a fait surface au moment où il a réalisé qu'il ne pouvait plus contrôler le récit. Il ne m'avait pas aimé. Il avait aimé la sécurité que je lui fournissais, la validation, la façon dont je le faisais se sentir choisi. Et quand il a pensé qu'il pouvait s'en tirer, il m'a montré le mépris qui se cachait en dessous. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas parce que je comptais l'utiliser, mais parce qu'il me rappelait pourquoi je ne le ferais jamais. Le dernier fil fragile du doute s'est rompu. Le mur n'était pas seulement érigé maintenant. Il était renforcé, et j'en avais fini de prétendre qu'il était temporaire. Je n'ai pas réécouté le message vocal. Une fois a suffi. Je l'ai sauvegardé, étiqueté avec la date, et je l'ai glissé dans le même dossier que les courriels. Non par peur, mais par respect pour la réalité. Une preuve n'a pas besoin d'émotion. Elle a juste besoin d'exister. Après cette nuit-là, quelque chose en moi a changé pour de bon. Ce n'était pas du soulagement. C'était un sentiment de finalité. Les jours qui ont suivi m'ont semblé plus légers, pas heureux, pas encore, mais plus calmes d'une manière qui laissait mes pensées bouger sans obstruction. Le tumulte qu'il avait créé dans mon esprit pendant des années avait disparu. Pas de remise en question, pas d'explications répétées, pas de débat interne sur l'équité, juste de l'espace. Je me suis appuyée sur la routine. Café du matin au même café près de mon bureau, celui avec les tasses ébréchées et un barista qui ne posait jamais de questions. Les journées de travail s'allongeaient, mais elles ne m'épuisaient pas. Au contraire, elles m'aiguisaient. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Des inefficacités, des lacunes, des opportunités. Je les ai comblées. Les gens l'ont remarqué. Tu carbures en ce moment, a dit un collègue après une réunion où j'ai démantelé un plan défectueux et les reconstruit sur le champ. Eh bien, quoi que tu fasses, continue. J'ai souri, poliment et brièvement. Si seulement il savait. La salle de sport est devenue un lieu d'ancrage plutôt qu'une évasion. J'ai appris mes limites, je les ai repoussées. J'ai vu mon corps répondre avec quelque chose de proche de la gratitude. La force est revenue d'abord dans mes bras, puis dans ma posture, puis tranquillement dans mon estime de soi. La douleur allait et venait. La paix restait. C'est là que j'ai entendu parler d'elle. Pas directement, jamais directement. C'est venu d'Olivier à nouveau. Prudent, hésitant, comme s'il testait la glace. Nous nous sommes croisés devant l'immeuble un soir. Il a eu l'air surpris de me voir. En meilleure santé, plus droite, moins comme quelqu'un qui attend la permission. Salut, a-t-il dit. Tu as l'air bien. Merci, ai-je répondu. Je me sens bien. Il y a eu une pause gênée, puis il s'est éclairci la gorge. Alors, je ne sais pas si ça a de l'importance, mais l'ex de Mathieu a refait surface. Pas officiellement, juste dans les parages. La voilà. Pas un rebondissement, pas un choc. Une confirmation. J'ai hoché la tête une fois. C'est tout? A-t-il demandé en clignant des yeux. Tu ne. Non, ai-je dit doucement. Je ne. Parce que soudain, tout prenait sens. Les yeux qui balayaient, les regards qui mesuraient,
la phrase qui était sortie si nonchalamment comme si elle avait été répétée. Il avait toujours eu besoin d'un public, d'un miroir, de quelqu'un pour le rassurer qu'il était en train de gagner. Et quand j'ai arrêté de jouer ce rôle comme il le voulait, quand je suis devenue familière, stable, plus éblouie, il a commencé à regarder ailleurs. Pas par amour, pour la validation. Son ex n'était pas une rivale. Elle faisait partie d'un schéma. Ce soir-là, de retour dans mon studio, j'ai ouvert le document conclusion une dernière fois. J'ai tout relu. Les excuses, les supplications, la colère. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je n'ai rien surligné. Je n'en avais pas besoin. L'histoire se racontait d'elle-même. J'ai fermé le fichier. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai juste fermé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être effacées pour perdre leur pouvoir. Elles ont juste besoin d'être vues clairement. Et pour la première fois depuis cette nuit dans la chambre, j'ai dormi profondément, sans rêve, sans relecture, sans sa voix. La disparition n'était plus seulement silencieuse. Elle était complète. La conférence annuelle avait toujours été importante. Mais cette année, elle semblait différente. Non pas à cause de l'échelle, des horaires chargés, des foules avec des badges, de la confiance polie qui vibrait dans le hall du Palais des Congrès, mais parce que je suis arrivée sans poids. Personne à mes côtés à gérer. Pas de température émotionnelle à surveiller. Pas d'anxiété silencieuse de savoir si je prenais trop de place ou pas assez. Je suis entrée seule et j'étais à ma place. Ma présentation était prévue en milieu d'après-midi, un créneau de choix. Quelques semaines plus tôt, cela m'aurait terrifiée. J'aurais fait les 100 pas dans la chambre d'hôtel, relisant mes diapositives, me demandant si j'avais l'air arrogante, si je visais trop haut, si je devais adoucir mes conclusions. Cette fois, non. Je me suis tenue sur la scène dans un blazer ajusté, les lumières chaudes mais pas aveuglantes. Le public était attentif de cette manière rare et chargée qui vous dit qu'il est prêt à écouter. Et j'ai assuré. Pas parfaitement, précisément. J'ai parlé du projet que j'avais dirigé, de son échec initial, de la façon dont nous l'avions reconstruit, des angles morts que nous avions eus. Je n'ai pas masqué les défauts. Je les ai assumés. Les questions qui ont suivi étaient pointues, curieuses, respectueuses. Quand je suis descendue de la scène, des mains se sont tendues vers la mienne. Des cartes de visite ont suivi. Un directeur principal d'une entreprise que j'admirais depuis des années a hoché la tête une fois et a dit, c'était du solide. Ça l'était, et moi aussi. Je me tenais près d'une table haute au fond de la salle par la suite, sirotant un soda, parcourant mon téléphone, non pas nerveusement, juste distraitement, quand je l'ai senti. Cette sensation que l'on a avant de lever les yeux. Une présence. J'ai levé les yeux. Mathieu se tenait à quelques mètres. Il avait l'air préparé. La même tenue noire que ce soir-là. Les cheveux coiffés avec un soin qui se voulait naturel. Le genre d'effort conçu pour déclencher la mémoire. Pour me rappeler une version de lui qui n'existait plus. Mais quelque chose n'allait pas. La confiance ne lui seyait plus. Elle vacillait. Pauline, dit-il doucement, comme s'il testait si mon nom avait encore un effet sur moi. Waouh! Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas souri. J'ai simplement soutenu son regard. Mathieu, ai-je dit, poli, neutre. Il a dégluti. Je t'ai vu parler. Je ne savais pas que tu serais là. Un ami avait un billet. J'étais au fond. Je vois, ai-je répondu. Tu as été incroyable, s'est-il empressé d'ajouter. Vraiment confiante, Claire. Tu as toujours été comme ça. C'est juste qu'il a ri maladroitement. J'imagine que j'avais oublié. J'ai pris une lente gorgée de ma boisson, puis je l'ai reposée avec soin. Pas moi, ai-je dit. Le silence s'est étiré entre nous. Il a tenté de le combler. J'espérais te parler, dit-il. Ce que j'ai dit ce soir-là, c'était la plus grosse erreur de ma vie. J'étais peu sûre de moi. J'avais peur. Je ne le pensais pas. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas pour chercher les failles, ni la faiblesse, ni l'ancien appel. Juste des informations.
Je pense que tu le pensais vraiment, ai-je dit calmement. Et tu avais raison de te poser la question. L'entendre m'a simplement aidé à réaliser que je me posais la même question à ton sujet. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Quoi? Non, ce n'est pas Pauline. S'il te plaît. On a eu 5 ans. On ne peut pas juste on peut prendre un café? Juste parler. J'ai changé. J'ai suivi une thérapie. Je comprends tout maintenant. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de triomphe, pas de douleur. Seulement la paix. Il n'y a rien à dire, ai-je dit, la voix ferme mais pas méchante. Ce chapitre est clos. J'ai construit une vie dont je suis très heureuse et je ne suis pas intéressée à le rouvrir. Son sang-froid s'est fissuré. Tu ne peux pas faire ça, dit-il, la frustration perçant. Tu ne peux pas m'effacer. Je ne t'ai pas effacé, ai-je répondu. J'ai tourné la page. C'est là que la dernière carte a été jouée. L'agressivité. Tu es vraiment aussi froide? Lança-t-il. Après tout ce que nous avons partagé, tu agis comme si je n'existais pas. J'ai jeté un œil à ma montre. Un petit geste, un geste définitif. Mon équipe m'attend, ai-je dit. Je dois y aller. Je me suis levée, j'ai pris mon porte-documents, et je l'ai regardé une dernière fois. Pas comme un amant, pas comme un ennemi, comme quelqu'un que j'avais connu. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Mathieu, ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. Je me suis retournée et me suis fondue dans la foule. Je n'ai pas regardé en arrière. La chaleur que je ressentais n'était pas du triomphe. C'était de l'alignement. La certitude tranquille d'un chemin qui ne se courbait plus autour de l'ego de quelqu'un d'autre. Je pensais que ce serait la fin. La rencontre à la conférence semblait conclusive d'une manière rare et nette. Pas de cris, pas de scène publique, juste 2 personnes se tenant de part et d'autre d'une histoire terminée. Pendant quelques jours, rien ne s'est passé. Pas de courriel, pas de nouveaux numéros appelant, pas d'amis communs prenant des nouvelles. Je me suis laissé respirer. Puis la vérité a fait surface. Pas de manière spectaculaire, pas d'un seul coup, mais par fragments, comme le font généralement les vraies vérités. C'est venu de Noémie, une collègue en qui j'avais confiance. Elle ne faisait pas partie de notre ancien cercle social, c'est exactement pourquoi je l'ai cru quand elle a hésité avant de parler. J'ai failli ne rien dire, a-t-elle admis pendant le déjeuner, remuant sa soupe sans la manger. Mais je pense que tu mérites de savoir. J'ai attendu. J'ai travaillé avec l'ex de Mathieu, a-t-elle dit. D'il y a des années. Autre entreprise, autre vie. Nous nous sommes croisés récemment. Ce mot encore. Récemment. Elle a mentionné Mathieu. Elle a continué avec précaution. Elle a dit qu'ils avaient repris contact, qu'ils l'avaient contacté il y a un moment, avant que vous deux ne rompiez. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas un choc, pas un cœur brisé. De la reconnaissance. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Noémie a haussé les épaules. Difficile à dire exactement. Assez longtemps pour que ça ne semble pas accidentel. J'ai hoché la tête lentement. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une facilité déconcertante. L'agitation, l'insatisfaction silencieuse qu'il n'avait jamais pu expliquer, la façon dont il avait commencé à s'habiller différemment, à se soigner à nouveau, comme s'il se préparait à une évaluation. Cette phrase n'avait pas été une cruauté spontanée. C'était une fuite. Il ne se demandait pas si j'étais le mieux qu'il pouvait faire. Il testait déjà des alternatives. Son ex n'était pas une coïncidence. Elle était le contexte. Et soudain, toute la relation s'est recadrée, non pas comme quelque chose qui s'est terminé brusquement, mais comme quelque chose qui se décomposait tranquillement depuis longtemps alors que je m'en occupais encore. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je n'ai pas sombré. Je n'ai pas relu d'anciens messages. Je n'ai pas traqué les réseaux sociaux. Je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, et j'ai laissé la vérité s'installer complètement en moi. Il ne s'agissait pas de ma valeur. Il s'agissait de son besoin de se sentir supérieur, de garder des options ouvertes,
d'être toujours en train d'auditionner sa propre vie, et j'avais simplement cessé d'applaudir. Une semaine plus tard, la confirmation est arrivée sans y être invité. Olivier a de nouveau envoyé un SMS. Olivier, salut, question bizarre. Tu savais que Mathieu parlait à nouveau à son ex? J'ai fixé le message, puis j'ai répondu. Moi, oui, je suis au courant. Il y a eu une longue pause. Olivier, il dit que ce n'est pas ce qu'on croit. Il dit qu'il était juste confus et qu'il avait besoin de perspective. De la perspective. Un autre mot que les hommes comme Mathieu utilisent quand ils ne veulent pas dire plan de secours. Moi, ces explications ne m'intéressent pas. Ce fut le dernier message qu'Olivier m'a envoyé à propos de Mathieu. La nouvelle s'est répandue discrètement après ça. Pas en commérage, plutôt en compréhension. Les gens ont arrêté de me demander comment je tenais le coup. Ils ont commencé à me demander comment j'allais. Et j'allais bien. Pas bruyamment, pas de manière performative, mais profondément. La forteresse que j'avais construite n'était pas faite d'amertume. Elle était faite de clarté. Et la clarté n'a pas besoin d'être défendue. Elle existe, tout simplement. Après que la vérité se soit installée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le bruit a cessé. Pas seulement de la part de Mathieu, mais du monde qui l'entourait. Les demandes de renseignements subtils se sont taries. Les messages pour juste prendre des nouvelles ont disparu. Les amis communs se sont recalibrés sans l'annoncer. Comme une marée sociale changeant tranquillement de direction. Ils n'ont pas choisi de camp. Ils ont choisi la réalité. Je l'ai remarqué par petites touches. Des invitations qui venaient autrefois avec des avertissements prudents du genre, il pourrait être là. Est-ce que ça va? Ne le mentionnait plus du tout. Les conversations n'évitaient plus mon passé sur la pointe des pieds. Personne n'attendait que je dise quelque chose d'amer pour me rassurer. Ils voyaient que je n'en avais pas besoin. La vie s'est étendue dans l'espace que le drame occupait auparavant. Mon studio a changé aussi. Pas du jour au lendemain, pas intentionnellement. Une plante est apparue en premier. Quelque chose de tenace et de vert qui a survécu malgré ma négligence occasionnelle. Puis une estampe encadrée d'un marché aux puces dans lequel j'ai erré un dimanche après-midi sans autre endroit où aller. Le silence n'était plus vide. Il était plein. Un soir, alors que je révisais un plan de projet à mon bureau, une étrange sensation m'a envahi. Une paix si complète qu'elle m'a surprise. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise et j'ai regardé autour de moi. C'était ma vie. Pas soignée, pas impressionnante sur les réseaux sociaux, mais solide. Je ne me préparais à rien. Je n'attendais pas de messages, de réactions, de conséquences. J'étais juste là. C'est alors que la dernière tentative est arrivée. Pas de Mathieu. D'une adresse électronique inconnue à nouveau. Court cette fois. Désespéré dans sa retenue. Pauline. Je sais que tu ne répondras pas. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends maintenant. Je vois tout ce que je prenais pour acquis. Je ne demande pas qu'on se remette ensemble. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolée. Je l'ai lu une fois, puis j'ai fait quelque chose de différent. Je l'ai supprimé. Non pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que ça n'avait plus d'importance pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris la différence entre la conclusion et la liberté. La conclusion regarde toujours en arrière. La liberté ne regarde pas du tout. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau croisé Noémie. Elle a étudié mon visage un instant, puis a souri. « Tu sembles plus légère, dit-elle. »« Je le suis, ai-je répondu. J'ai arrêté de porter quelque chose qui n'était pas à moi. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Ce soir-là, je suis allée me promener après le dîner. Sans écouteurs, sans destination, juste du mouvement. La ville bourdonnait autour de moi, indifférente et vivante. J'ai croisé des couples se disputant à voix basse, des gens riant trop fort, quelqu'un pleurant sur un banc en faisant semblant de rien. La vie se déroulait, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de la regarder à travers une vitre. J'étais dedans.
Mathieu était devenu ce qu'il avait toujours craint, insignifiant. Non pas parce que j'avais gagné, non pas parce qu'il avait perdu, mais parce que la version de moi qui avait besoin de sa validation n'existait plus. Le néant avait remplacé l'émotion là où il était concerné. Et dans ce néant, j'ai trouvé tout ce qui m'avait manqué. La dernière fois que j'ai entendu son nom, il n'a pas eu le même effet qu'auparavant. Il s'est glissé dans la conversation nonchalamment, comme un détail qui ne nécessitait plus de préparation. Je dînais avec un petit groupe du travail, rien de formel, juste des plats partagés et des rires faciles, quand quelqu'un l'a mentionné en passant. J'ai croisé Mathieu l'autre jour, a dit l'un d'eux distraitement. Il a demandé de tes nouvelles. Je ne me suis pas tendue. Je ne me suis pas penchée. Je ne me suis pas préparée à l'impact. Que as-tu dit? Ai-je demandé par légère curiosité. Ils ont haussé les épaules. Que tu allais très bien, ce qui, honnêtement, semble évident. C'est tout. Pas de questions de suivi, pas de silence gêné. Le sujet a changé, et j'ai réalisé quelque chose de tranquillement profond. J'avais franchi la ligne où ces actions ne dictaient plus ma météo émotionnelle. Plus tard dans la nuit, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai navigué jusqu'au document conclusion une dernière fois. Les excuses, la colère, le sentiment de tout mériter déguisé en chagrin d'amour. Je n'ai pas relu chaque mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai fermé le fichier. Puis je l'ai supprimé. Pas de manière dramatique, pas de cérémonie. Simplement, c'était terminé. Certaines personnes confondent le pardon avec la guérison. Mais la guérison ne nécessite pas toujours le pardon. Parfois, elle nécessite simplement de la distance, de l'honnêteté et le refus de participer au déni de quelqu'un d'autre. Des semaines ont passé, puis des mois. Ma vie n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue la mienne. J'ai accepté un nouveau rôle au travail. Plus de responsabilité, plus d'autonomie. J'ai dit non quand je le voulais. J'ai dit oui quand cela me semblait juste. J'ai arrêté d'expliquer mes choix comme s'ils étaient sujets à débat. J'ai fait des rencontres. Pas sérieusement, pas désespérément, juste par curiosité, présence, choix. Et chaque fois que je me suis éloignée de quelque chose qui ne me semblait pas juste, je me suis sentie fière, pas triste. Un soir, alors que je fermais la porte de mon appartement, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Je l'ai fixé un instant. Puis j'ai refusé l'appel, je l'ai bloqué et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche sans y penser davantage. C'est à ce moment-là que j'ai su sans aucun doute que le chapitre était vraiment clos. Non pas parce qu'il avait cessé de frapper, mais parce que j'avais cessé d'avoir des portes qu'il pouvait atteindre. Commentaire, la plus grande preuve de respect envers soi-même est parfois de savoir partir sans bruit. Établir des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais un acte de préservation. La guérison commence souvent dans le calme, loin du bruit et du drame. Faites confiance à votre ressenti quand les mots de quelqu'un viennent diminuer votre lumière intérieure. Ce n'est pas de la susceptibilité, c'est une information précieuse sur la place que vous occupez réellement. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres, mais vous êtes responsable de la paix que vous vous devez. Reconstruire sa vie brique par brique, loin des regards, est une immense preuve de force. Votre valeur personnelle n'est jamais sujette à débat. L'objectif n'est jamais de gagner une bataille contre l'autre, mais de gagner la sérénité pour soi. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous méritez un environnement où vous pouvez grandir. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.